Bon. C'est bon? Oui. Bien, bonsoir. Bonsoir et merci d'être venus si nombreux au Café de Flore pour accueillir le prix de Flore 2015. Jean-Noël Oringo, qui a été donc le récipiendaire du prix du Café de Flore, que tout le monde connaît, à Paris, l'original, en 2015. Et que nous sommes très heureux et très honorés, ici à l'Alliance française, d'accueillir ce soir. En compagnie de Nicolas Delot, mon habituel compagnon des soirées littéraires. Et je dois dire que c'est un grand plaisir d'accueillir quelqu'un qui a écrit un très très gros livre, un gros et beau livre sur l'Asie. Une autre Asie peut-être, mais sur l'Asie néanmoins. J'aimerais avant toute chose demander à Jean-Noël ce qu'il est venu faire ici, à Pondichéry. Déjà bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être là et d'être à Pondichéry. L'accueil est assez fabuleux. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lisais beaucoup certains écrits de Sri Aurobindo, de Maire aussi, même de Sadprem. Et ce qui m'intéressait au Pondichéry, évidemment, c'était d'abord Auroville, découvrir et voir Auroville. Donc ça, c'était le premier aspect. La deuxième chose, mais qui est tout aussi importante, c'est que en lisant un certain nombre d'écrits d'Inde, il y a une présence des déesses, une présence de la polarité féminine dans le monde divin qui existait auparavant partout en fait dans le monde. Il y a même eu des travaux qui ont montré qu'il y avait une grande civilisation de la déesse au paléolithique jusqu'au néolithique. Et l'Inde a conservé cette présence, au moins dans le monde symbolique et divin, de cette polarité féminine. Et après ce livre sur Pattaya, c'était pour moi vraiment important de revenir en Inde. J'y étais allé, mais des temps très courts, pour rester plus longtemps, pour essayer de voir finalement ce qui reste de cette polarité féminine dans un monde divin, en sachant que à l'Ouest, enfin en tout cas en Europe notamment, non seulement le monde est sécularisé, mais en plus est marqué à nouveau du Moyen-Orient jusqu'en Europe par des guerres où le monothéisme patriarcal s'exprime à travers ça. Et donc voilà les deux raisons de ma venue ici. Très bien. Et je crois qu'il est aussi important de préciser, Jean-Noël, qu'on va se vous voyez, hein, puisqu'on est sur scène. Si vous êtes là ce soir, c'est aussi dans le cadre d'un programme du ministère des Affaires étrangères, enfin de l'Institut français, qui est le programme des bourses Stendhal. Et ça, peut-être vous pourriez en dire quelques mots. Bien sûr, absolument. Donc en fait, j'ai fait une demande, c'est un dispositif qui existe en France, qui soutient les auteurs, et qui permet aux auteurs de choisir une destination, et on passe, on prépare un dossier, etc. Et c'est un soutien financier, c'est un soutien logistique, on travaille avec les alliances françaises, voilà, et ça s'appelle la bourse Stendhal. Très bien. Voilà, et un certain nombre de livres que moi j'ai pu lire qui m'ont beaucoup intéressé parce qu'ils avaient comme cadre et comme thème des lieux exotiques, donc qui ne sont pas la France, qui ne sont généralement pas l'Europe. Je pense par exemple à Kampuchéa de Patrick Deville. Je pense aussi à un livre de Charles Juliette qui s'appelle le pays aux longs nuages blancs, sur la Nouvelle-Zélande. Et donc je pense qu'il est important de souligner l'implication quand même des pouvoirs publics dans la création littéraire. Elle existe encore en France. Tout n'est pas une question d'investissement privé, je dirais. Voilà. Je confirme, c'est vrai que la France pour ça est assez extraordinaire. Elle soutient les auteurs par un certain nombre
bourses, de ce qu'on appelle des résidences d'écriture en France et à l'étranger. Et ça, pouvoir partir à l'étranger dans ces conditions-là, c'est un luxe. Et découle de ce genre de bourse, d'ailleurs, des livres, comme vous disiez tout à l'heure. On va peut-être poser la question de savoir le titre, la fleur du capital. Donc, bon, ce groupe nominal complexe. Alors, il y a plusieurs strates dans ce titre. La première strate, c'est un titre qui est référencé. Charles Baudelaire, le poète français, a écrit Les Fleurs du Mal, et Karl Marx a écrit Le Capital. Donc, voilà, c'était une contraction entre les deux, la fleur du capital. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce livre, le sujet de ce livre, c'est une ville. C'est peut-être d'ailleurs le personnage principal de ce livre, pour moi, c'est une ville qui s'appelle Pattaya, en Thaïlande, qui est connue pour être à la fois la ville du sexe tarifé, de ce qu'on appelle le tourisme sexuel, même si moi je trouve que c'est un terme qui finalement masque plus qu'il ne dit ce qui se passe réellement là-bas. C'est un terme pour les médias plus que pour le reste, et en tout cas pas forcément pour la littérature, même si certains auteurs l'ont utilisé de façon très lyrique. Mais donc c'est à la fois cette ville-là, effectivement, mais c'est aussi la station balnéaire la plus populaire d'Asie du Sud-Est, avec un tourisme familial très fort. Et c'est aussi une ville qui est dans une région industrielle, donc il y a beaucoup d'expats qui sont là parce qu'il y a beaucoup d'usines autour. Bref, donc tout ça se mélange dans cette ville pour créer quelque chose d'unique qui n'existait pas avant, qui n'existera peut-être pas après. Les raisons pour lesquelles cette ville est apparue sont complexes, je pense que c'est lié à plein de choses, mais en tout cas, pour celui qui arrive là, d'une part, elle apparaît comme totalement fictionnelle, comme quasiment impossible. On se dit, c'est impossible que cette ville existe. Et la deuxième chose, évidemment, elle apparaît aussi tout de suite comme une sorte d'apogée de ce qu'on appelle l'ultralibéralisme à travers cette marchandisation des corps, à travers la prostitution. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que l'on connaît cette ville, tout ça, on s'aperçoit que tout ça se dérègle. Derrière cette chose qui peut paraître terrible et qui l'est évidemment, en fait, une part de rêve existe malgré tout. Une réinvention de soi se passe en permanence chez les acteurs et les actrices de cette ville, et quelque part, ça correspond encore une fois à deux termes qui ont été très forts au XXe siècle, qui étaient changer la vie, ça c'est Rimbaud, transformer le monde, ça c'est Marx. Et donc ces deux mots d'ordre du XXe siècle, on les sent très forts à Pattaya, ville qui n'a au fond rien à faire de ça. Mais en tout cas, c'est clairement le cas, des gens essaient de se réinventer. Alors, peut-être par des moyens qui peuvent paraître étranges, mais néanmoins, c'est vrai. Et ça démontre, si vous voulez, ça donne en creux comme une sorte de portrait chinois de notre temps. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la fleur du capital. Je vais revenir sur un paradoxe qui pourrait vous avoir marqué déjà dans les premières minutes de discussion. Le premier, c'est le premier terme du paradoxe, c'est cette polarité féminine dans le divin, et de l'autre, cette ville dans laquelle, si l'on reste dans les clichés et dans les images traditionnelles qu'on peut avoir de cette ville, le rôle de la femme n'est pas précisément divin. Et il y a quelque chose dans ce roman que j'ai trouvé assez impressionnant, parce que finalement, les actrices, plus que les acteurs, que l'on voit dans cette ville, se dessinent petit à petit comme source de puissance et source de nouveauté et source de renversement de valeur. Alors ça, c'est une question qui me fait très plaisir, parce qu'évidemment, quand on parle de prostitution, effectivement, ce sont essentiellement des femmes et des transsexuels, hommes devenant femmes, avec aussi une autre forme de prostitution. Bon, enfin, c'est la prostitution majoritaire. Et donc, la perception immédiate, c'est de dire c'est le symbole même du patriarcat, c'est le symbole même de la misogynie, c'est le symbole même de... Sauf que non, absolument pas. Et là, pour le coup, je sais que ça peut paraître un peu fort de dire ça comme ça, mais pas du tout. C'est-à-dire que
Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les prostituées thaï qui officient à Pattaya, sans le faire, n'ont pas de MAC derrière elles, n'ont pas de proxénètes, de souteneurs, etc. Elles le font pour soutenir leur famille, elles le font parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens. Donc ça, c'est le cœur de la chose et c'est ce qui est terrible. Mais elles vont renverser complètement la situation. Elles vont utiliser finalement ce désir masculin qui existe au-delà de Pattaya, qui est omniprésent. Cette espèce d'obsession masculine pour la femme sexualisée, etc. Et elles vont l'utiliser comme source de valeur, de revenus, de domination des hommes qui vont vers elles. Donc, ce que l'on perçoit très vite, c'est qu'elles ont véritablement, elles règnent. Et elles sont très, très, très fières. Elles ont une fierté, non pas de ce qu'elles font, mais une fierté d'être femmes et d'avoir tous ces types au pas, quelque part, à leur pied, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, elles se retrouvent très vite dans des situations où elles dominent une relation dans laquelle, en principe, elles seraient évidemment plutôt soumises à travers ce rapport à l'argent. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces étrangers qui arrivent là, dans un ailleurs, qu'ils ont plus ou moins idéalisé pour de mauvaises raisons, se retrouvent très démunis et souvent tombent amoureux. C'est-à-dire qu'il y a des histoires d'amour, et c'est ça l'aspect le plus fort de cette ville, c'est que derrière cette ville marquée par le tourisme sexuel, finalement, il y a énormément d'histoires d'amour, il y a énormément, non pas de misère affective, mais une espèce, encore une fois, de réinvention de soi ailleurs, parce qu'il y a un mécontentement par rapport à son pays d'origine. On y reviendra sans doute, mais la majorité des gens qui vont là-bas ne sont pas forcément des Occidentaux, pas du tout. Il y a énormément de gens venant d'Inde, il y a énormément de gens venant de Chine, il y a énormément de gens venant des Émirats, il y a énormément de gens, voilà, bon, il y a des Russes aussi beaucoup. Et donc tout ça fait qu'elles arrivent à inverser, pas toutes, mais un certain nombre. Et ce qui est très clair, c'est que c'est elles qui ont le pouvoir là-bas. C'est pas les clients et certainement pas les hommes. Et alors on va peut-être enchaîner justement sur le dernier point que vous venez d'aborder, qui est celui de la France qu'on quitte, puisque ce roman, on va venir après à la construction de l'édifice. Hein, c'est un édifice, c'est même un monument, enfin honnêtement, pas seulement à cause du nombre de pages, hein, mais parce que ce qui se passe dedans est de l'ordre du monumental, vraiment. Donc ça ne se réduit pas à un jeu de mots. Il y a dans ces pages quelques traits féroces, mais surtout une très grande acuité vis-à-vis de cette France qu'on quitte, de cette population d'expatriés qui ne se retrouve plus dans la France métropolitaine qu'elle a quittée et qui tente de construire quelque chose ailleurs. Vous pouvez en dire quelques mots ? Oui, alors effectivement, c'est vrai que ça s'appelle il y a une partie une partie du livre qui s'appelle La France qu'on quitte. Ça aurait pu aussi s'appeler l'Europe qu'on quitte. Mais bon, pour rester sur la France qu'on quitte et même sur l'Europe qu'on quitte, la première chose, c'est qu'il y a l'occidental est marqué par une qualité et un défaut à la fois très fort, c'est qu'il est en même temps très destructeur des autres cultures et à contrario, il est capable de totalement se renier et détester son propre pays. C'est un rapport d'amour-haine qui est absolument incroyable et qu'on trouve aujourd'hui en France de façon, mais alors, vraiment en France métropolitaine, de façon exponentielle, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Et il y a toute une partie de la jeunesse française qui est insatisfaite, qui souhaite réellement quitter ce pays pour s'installer ailleurs, au point même que ça inquiète un certain nombre de personnalités, aussi bien politiques que du monde économique. Et cette insatisfaction, je pense qu'elle est très complexe à expliquer, mais elle est liée à plusieurs facteurs. C'est justement ça, l'Europe est à la croisée des chemins aujourd'hui. Elle est confrontée à des problèmes d'identité très fortes. Je pense que c'est aussi une façon, à nouveau, en allant ailleurs, d'essayer de réinventer une identité qu'on ne peut pas réaliser dans son propre pays. C'est-à-dire que son propre pays devient une sorte d'ennemi
et ça on le constate chez un certain nombre de jeunes gens qui vont en Thaïlande, mais je l'ai constaté chez d'autres personnes, qui donc, voilà, quittent cette France, n'en veulent plus. Je crois que c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est la masse des gens insatisfaits. Oui, alors je vais peut-être faire quelques citations. Sur ce sujet, donc un des personnages parle de... c'est le premier personnage, c'est Marly. Hein. Je pense que ce n'est pas celui à qui a collé le sous-titre « La France qu'on quitte ». C'est pas lui, c'est un autre. Mais bon, il est sans arrêt en voyage entre Paris et la Thaïlande. Un personnage extrêmement touchant, je trouve. Et qui parle de, je cite, la raréfaction du vécu français. Fin de citation. La tristesse de Paris. Un Paris de moins en moins noctambule. C'est-à-dire on s'amuse de moins en moins. C'est ça surtout. On ne s'amuse plus. Glauque, pauvre. Bon, c'est pas tendre. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a une hyper-législation. Oui, on est marqué par une hyper-législation du monde physique. On a l'impression que c'est devenu très compliqué, ne serait-ce que de travailler, d'ouvrir des choses, d'avoir des projets. Et en même temps, il y a une dérégulation du monde virtuel qui fait que ça crée une frustration. Je crois que la frustration en France monte encore plus loin. Il y a un vrai problème avec ce qu'on appelle... Et c'est devenu quasiment un gros mot parfois en France, la spiritualité, la métaphysique, etc. C'est un pays qui s'est tellement sécularisé que la recherche intérieure, le travail intérieur, le rapport à la mort est totalement occulté. C'est quelque chose qui est devenu sale, où on vous traite d'illuminé, où on vous traite de tout. C'est absurde. Et donc très vite, quand vous faites part de lecture X ou Y, on vous dit, bah attends, mais ça c'est un truc pour ex-hippie ou je ne sais quoi. Bon, il y a une méconnaissance de l'histoire réelle de la France, de l'Europe, qui a été un pays marqué aussi par la religiosité, aussi par la mystique, aussi par la spiritualité, et qui est totalement nié. Ce qui est assez génial, c'est que l'essentiel du tourisme se passe dans ces lieux construits par des gens qui croyaient à certaines choses, c'est-à-dire des cathédrales, des palais, tout ce que vous voulez. Ce sont des lieux qui, à un moment donné, ont été sacrés. Et nous avons ce tourisme séculier qui se manifeste là, et en même temps dans une société qui occulte totalement, notamment le rapport à la mort, qui est quand même assez incroyable, c'est-à-dire que les gens ne s'interrogent pas sur ce que peut être le fait que la vie est marquée par la mort. Et donc c'est ce rapport, je pense, à la métaphysique qui par une suite ininterrompue comme un effet de boule de neige, aboutit à cette insatisfaction de l'âme, au fond, de ce qu'on pourrait appeler l'âme, je ne sais pas ce que... mais ou au moins de cette recherche intérieure qui est immédiatement taxée d'irrationalisme, voilà. Donc en fait, c'est assez paradoxal, on est redevenu positiviste, hyper positiviste. Ce qui était la France à la fin du 19e siècle, c'est à nouveau la France aujourd'hui, marqué par le consumérisme, c'est-à-dire que ce positivisme est un positivisme marqué par l'ultralibéralisme, par ce dérèglement du capitalisme classique qui autorise chacun à ouvrir un commerce, voilà, etc., à faire, avec un certain respect de la liberté individuelle, mais qui est devenu autre chose aujourd'hui. Ce qui va me permettre d'enchaîner sur une deuxième exégèse du titre, et du coup une entrée dans l'édifice du livre. La fleur du capital, qui est un titre que j'ai trouvé d'autant plus merveilleux une fois que j'avais fini la lecture du livre. C'est un clin d'œil, effectivement, une double référence d'abord, et c'est aussi donc une réalité, puisque Pattaya se présente et se dévoile petit à petit comme véritablement une fleur exubérante du capitalisme et des galopades capitalistes, et en même temps c'est l'ouverture sur un espace littéraire. Je pense qu'on va s'orienter plutôt de ce côté-là maintenant, un espace littéraire qui est extrêmement construit, extrêmement marquant, et en particulier construit dans une réinvention et dans une mémoire très prégnante de la littérature. Pour n'en citer que quelques-uns, parce que la liste serait interminable,
on y trouve pêle-mêle Nabokov, Rimbaud, Les Mille et Une Nuits, Yourcenar, Baudelaire, Malraux, Huysmans, plein d'autres, comme un héritage et comme même un principe de relecture des œuvres qui ont été les leurs à l'aune et à la lumière de la ville de Pattaya, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant. En fait, c'est un premier livre, mais assez tardif, parce que je l'ai publié l'année dernière, à 40 ans, et j'avais beaucoup tenté, énormément échoué, et j'ai en fait mis mon va-tout là-dedans. Comment expliquer ça? C'est un rapport existentiel. Vous avez un but, vous avez une volonté dans la vie de réaliser quelque chose, et vous n'y arrivez pas, et un jour, vous vous dites, c'est où j'y arrive maintenant, ou c'est fini. Et donc, d'où les dimensions de cet ouvrage. Et effectivement, ce qui pour moi était le plus important, c'est qu'avant d'être un auteur, je suis d'abord un lecteur. C'est-à-dire que je suis né à l'écriture d'abord par mes lectures, et j'admire d'abord un certain nombre d'œuvres. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que effectivement c'était important pour moi de faire dans ce livre une sorte d'arche, vous savez, l'arche de Noé, et là j'emportais un peu un certain nombre d'œuvres qui étaient pour moi les plus importantes. Donc il y a une part de ce qu'on appelle l'intertexte, c'est-à-dire le texte des autres qui sont repris dans son propre texte. C'est pas du plagiat du tout, c'est tout simplement une façon de rendre hommage à la littérature que l'on aime. Et donc il y a effectivement énormément d'auteurs. Il y a énormément d'auteurs qui ont écrit sur l'Asie du Sud-Est, sur l'Orient, sur l'Extrême-Orient, sur l'Orient au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire que dans la pensée occidentale classique, la lumière vient d'Orient, elle vient de l'Est. Et donc il y a beaucoup d'auteurs qui sont effectivement repris là, mais c'était dans ce cadre d'hommage en fait. Oui, alors je crois qu'on ne peut pas ne pas citer l'hommage qui est rendu à Vladimir Nabokov. Vous savez, son roman Lolita, et donc les premières lignes de Lolita qui sont reprises mais adaptées à Pattaya. Lolita, Pattaya, donc 3 syllabes. Je vous lis d'abord Jean-Noël, et puis ensuite je vous lirai l'original. Pattaya, lumière de ma vie, light of my flipping life, feu de mes reins, mon péché, mon âme, Pattaya. Le bout de la langue fait 3 petits pas le long du palais pour taper à 3 contre les dents. Pattaya. Nabokov, Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul. Lolita, the tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap at 3 on the teeth. Lolita. Là, je crois qu'il y a vraiment... c'est pas du plagiat, c'est du génie, tout simplement. C'est le parallélisme extraordinaire, c'est le lien, c'est le cordon ombilical qui relie les grands écrivains. Cette extraordinaire capacité de l'individu à naturaliser le génie des autres et le faire sien, et à aboutir aussi à son génie propre. Et effectivement, il y a d'autres exemples dans l'œuvre qui sont tout à fait marquants et qui sont de l'ordre de cet exercice d'admiration qu'est le pastiche au sens noble du terme. Le pastiche tel que Proust s'est exercé au pastiche pendant des années avant d'écrire, et qu'on retrouve par exemple avec Rimbaud. Absolument, oui. C'est-à-dire que c'est une pratique courante chez la plupart des auteurs qui ont évidemment été des lecteurs et qui se sont mis à écrire parce que d'abord ils aimaient ce qu'ils lisaient, ils sentaient que voilà, c'est là que leur existence prenait corps, et le livre est un corps. Mais en fait, en vous entendant parler de ça, ce qui est frappant aussi dans cette ville, au fond, c'est qu'elle est un miroir paradoxal de la littérature, au moins française, dans ses obsessions tout au long du 19e et du 20e siècle. Il y a eu en France ce qu'on appelait le programme de la poésie moderne. La poésie moderne, c'était quoi? C'était d'échapper au conditionnement, et ça commence très loin, mais enfin bon, si on décide, allez,
Gérard de Nerval, jusqu'à, dans les années 60, ce qu'on a appelé en France les situationnistes, avec certains mots d'ordre. Ça passe aussi par les dadaïstes, les surréalistes, etc. C'était un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amer et je l'ai injurié, ça c'est Rimbaud. C'était évidemment le spleen baudelairien, c'était évidemment la beauté convulsive de Breton, c'était le passage hâtif à travers des ambiances variées de Guy Debord, des situationnistes, etc. Tout ce programme finalement qui dans les villes européenne est totalement métaphorique. Enfin, on ne comprend pas pourquoi ces mots d'ordre sont nés finalement dans ces villes-là. Peut-être parce qu'il y a eu cette raréfaction du vécu justement. Et là, d'un seul coup, dans certaines villes d'Asie du Sud-Est, dans les villes d'Asie et dans les villes d'Asie du Sud-Est et spécialement à Pattaya, là on se dit bah oui, effectivement, oui, la beauté convulsive, je comprends ce que c'est aussi. Et d'autant plus dans un pays qui est marqué par une imbrication qu'on a du mal à comprendre, et là je parle vraiment de mon point de vue d'Européen qui est né en Europe, qui a vécu en France, etc., sécularisé, c'est l'interaction de la dimension religieuse, spirituelle et de la dimension la plus bassement matérielle imaginable. Et tout ça, il y a des passages hâtifs, effectivement, entre la dimension la plus physiologique, physique, avec des odeurs fortes, des rencontres vraiment particulières, etc., et en même temps, la perception de ne serait-ce que des moines qui vont bénir des bars ou des choses comme ça, et surtout la présence de la prière, la présence de la méditation, la présence en Thaïlande, c'est très important. Et voilà, et donc c'est cette interaction qui d'un seul coup, quand on a été d'abord lecteur de toute cette poésie-là, de tous ces livres-là, d'un seul coup est frappante. Et je pense aussi à un auteur comme Malcolm Lowry qui a écrit Sous les volcans, et qui disait du Mexique à l'époque, c'était le lieu de rendez-vous de l'humanité. Aujourd'hui, je pense que la Thaïlande est le lieu de rendez-vous de l'humanité, parce qu'on a effectivement des gens venant de quatre coins de la planète qui se retrouvent là, fascinés par ce lieu. C'est vrai que la Thaïlande est le pays qui n'a jamais été colonisé. C'est ce qui lui donne peut-être cette espèce d'absence de complexe ou de rapport aux autres qui est très particulier et à une fierté inimaginable. Et voilà. Et parmi les formes convoquées, parmi les auteurs convoqués, un auteur a, à mon sens, un statut particulier dans cette œuvre, parce qu'il est un fantôme comme Homère était son propre fantôme. Il s'agit de Joyce. Pour ceux qui connaissent Ulysse de Joyce, c'est un roman. Alors c'est pas quelque chose qui saute aux yeux, parce qu'encore une fois on n'est pas dans l'ordre du plagiat. C'est quelque chose qui petit à petit prend le ventre, et on se rend compte qu'on a affaire. Alors la construction du roman, on y viendra, mais on peut en dire deux mots déjà, hein. C'est Pattaya vu par 5 personnages. Donc un roman qui est scindé en 5 tableaux, un tableau par personnage, roman dont finalement peut-être le personnage principal est la ville, de la même manière que la ville de Dublin est le personnage principal du roman de Joyce. Et je voudrais savoir comment on peut se débrouiller dans l'énorme écheveau d'avoir au-dessus de ses épaules Joyce et Homère. Pour moi, c'est une question cruciale, parce que effectivement, Joyce, c'est quoi? C'est ce qu'il dit en fait, et ça c'est le XXe siècle, ça a été un moment, une parenthèse au fond, et cette parenthèse s'est refermée. Et il faut comprendre ça, c'est de dire, ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on dit, c'est pas le sujet, c'est la manière dont on lit, c'est la langue, c'est le rapport à la langue. Et moi, je viens de là, je me considère comme un enfant du XXe siècle littéraire et artistique. L'important, c'est vraiment la langue, c'est le rapport c'est le rapport au chant qui permet finalement de parler de 1000 choses, peu importe ce dont on parle. Sauf qu'aujourd'hui, c'est juste impossible quasiment de faire publier ce genre de bouquin. Et j'avoue que quelque part, Pattaya était un bon prétexte, à travers cette ville bordel, pour justement faire passer cette histoire-là, ce rapport à la langue, ce rapport, et pour moi en l'occurrence le rapport au français. C'est-à-dire que quand on écrit en français, il y a une mémoire de la langue, il y a une mémoire des harmoniques du français, le rapport, pas simplement un rapport grammatical, mais surtout un rapport à la syntaxe, un rapport à la phonétique, au son du français, à la sonorité de cette langue, à la
la capacité à la fois d'être un chant et d'être dans l'exactitude, c'est une langue qui peut être très précise. Et donc voilà, c'était la langue d'abord. Et donc évidemment, Pattaya, c'est une ville. L'idée, c'était d'en faire, d'en donner une vision chorale. Et donc j'ai utilisé la forme théâtrale. C'est-à-dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai structuré le livre en 5 actes, comme une pièce classique, avec 5 scènes par acte. Mais entre chaque, il y a des intermèdes. Entre chaque acte, il y a des entr'actes. Il y a des inserts dans chaque partie, dans chaque acte, dans chaque scène. Il y a des inserts qui sont nommés selon les actes, décor, répétition, souffleur, je les ai oubliés. Et voilà. Et donc tout c'est structuré comme un théâtre à l'intérieur duquel il y a cette immense pièce qu'est Pattaya, parce qu'il y a aussi ce rapport, voilà, à la théâtralité, au baroque. Et ça me permettait de jouer sur différents registres, si vous voulez. C'est-à-dire que les scènes sont écrites à la première personne, les personnages s'expriment à la première personne, les 5 personnages, mais les intermèdes sont écrits à la troisième. C'est une sorte de narrateur neutre, comme ça, qui reprend ce qui a été dit, et ça permet de jouer sur plusieurs registres. Voilà. Je vais rebondir du coup sur cette notion de théâtre, parce que c'est celle qui peut-être fait exploser l'ouvrage. Là encore, on s'inscrit dans une tradition littéraire, la notion de théâtrum mundi, ou de théâtre du monde, qu'on voit traverser comme ça la littérature française, plus que comme un serpent de mer, et pas que française, parce que je songe aux courtisans de Castiglione, je crois, aux courtisans de Castiglione, je songe aussi à La Rochefoucauld, je songe plus tard encore à ce qu'en auront fait Proust et ce fabuleux théâtre de la vie mondaine au début du XXe, et je songe finalement aussi à Guy Debord, que vous avez déjà cité. On est dans une tradition littéraire et aussi dans une vision très précise du monde comme théâtre. Absolument, c'est-à-dire que de fait cette ville, comme là on revient au début, comme elle apparaît comme une fiction, et elle apparaît comme telle à ceux qui vivent là-bas et à celles surtout qui vivent là-bas, il y a une théâtralité extrême qui se manifeste. Et qui donc fait écho à cette choralité, à cette notion de théâtre du monde, d'où la volonté d'essayer de faire entrer tout ça dans ce livre et de choisir une forme chorale avec plusieurs personnages, plusieurs voix, faire parler plusieurs personnes. Bon, ça c'est la première chose, et aussi, enfin on va peut-être parler du personnage de Porn après, mais voilà, il y a aussi une autre forme de théâtralité, encore un autre niveau, parce que c'est une ville où les transsexuels, les homosexuels peuvent vivre assez librement, c'est-à-dire que c'est aussi un peu leur ville, au-delà même de la prostitution. C'est-à-dire que les lesbiennes, les homosexuels, les transsexuels, ce qu'on appelle là-bas les ladyboys, ou l'équivalent, les tomboys, vivent librement, ne sont pas harassés en permanence, ne sont pas en permanence jugés, ces personnes-là sont marquées par une théâtralité fabuleuse. Il y a une sorte de générosité dans le geste, voilà, jusqu'à la diva, bref. Est-ce que, pour en revenir un petit peu au parallélisme avec le Ulysses de Joyce, on a dit que si un jour Dublin venait à disparaître, on pourrait le rebâtir à partir du livre de Joyce. Et je crois qu'on peut dire exactement la même chose pour Pattaya. Si demain Pattaya, évidemment, God forbid, comme on dit en anglais, venait à disparaître, je suis persuadé que ce livre pourrait très bien servir de plan pour des urbanistes et des architectes. On referait Pattaya demain et on mettrait et ça reprendrait comme ça. Oui, il y a un fétichisme du lieu, ça c'est sûr. Ça, Merci. C'est très clair, Olivier, merci. Ouais. Et du coup, pour relier ce point-là à un suivant, même pas digression, juste un petit lien. Parmi les 5 personnages, parmi les 5 tableaux, on a affaire, pour 4 d'entre eux, à un jeu de masques, à un jeu de rôle, parce que ces personnages existent entre eux
sur le théâtre du monde et y jouent leur propre rôle. Ils vont même jusqu'à le jouer dans la sphère des forums sur Internet où ils ont encore une autre image. Il y a un seul personnage qui finalement échappe à cette règle, peut-être parce que c'est le personnage le plus talentueux là-dedans, c'est le personnage de Porn, qui est cette transsexuelle dont l'un des personnages, Marley, est amoureux. Et soudainement, dans ce théâtre du monde, il y a une immense pudeur d'auteur, d'inventeurs d'histoires, qui consiste à dire, ben, voilà, je ne peux pas en parler comme je parle des autres, et je voudrais juste lire à ce sujet une petite page qui est à mon sens un pivot de l'ouvrage, et qui est la suivante. C'est « Je suis vivante et vous êtes morts », semble dire Porn à ceux, et parfois celles, qui, l'apercevant à sa bijouterie du Central Festival, affairé ou simplement plongé dans son téléphone à triturer un Candy Crush quelconque, cherchent à l'aborder, traquer son attention. Et ce n'est pas difficile, ça n'a rien d'extraordinaire à Pattaya, elle est totalement disponible. C'est l'impression qu'elle donne. Mais cette phrase initiale, tirée d'un roman de Philippe Cadic, elle n'en pense sans doute rien. Sa vie transsexuelle, son passé masculin, son présent physique de femme, il est impossible pour un narrateur d'en faire les arguments d'un personnage, d'un être inventé. À sa place, il n'y a qu'elle, et tel est mon échec. Si j'apparais maintenant, disant « je », à un endroit du texte où d'habitude entre les scènes c'est une voix neutre qui surgit, c'est pour tenter autre chose, une enquête, un champ biographique. Qui je suis n'a pas d'importance, au mieux son porte-parole, car Porn existe, la seule de ce livre à ne pas subir de retouches, de mélange, et je n'ai rien envie d'ajouter. On la trouve réellement à Pattaya, elle n'est la synthèse de personne, elle possède bien ses magasins au Central, il suffit d'y faire un tour, et d'y voir la fiction à visage découvert. On est à ce moment-là à 665 pages de roman, on est plongé dans la fiction et tout d'un coup on prend cette claque monstrueuse soit d'un degré supérieur de fiction, parce que peut-être que tout ça est inventé par le narrateur, soit d'une plongée dans le réel, mais dans un cas comme dans l'autre, on se fait renverser. Bah, en fait, Porn, je l'ai rencontré par le biais de son petit copain de l'époque, et elle m'a tout de suite fasciné parce qu'évidemment, elle dépasse. J'ai été impressionné. Je savais que je ne pourrais rien dire de qui elle est comme ça. Je ne pourrais pas la réinventer. Il fallait que je la saisisse au mieux, comme ce qu'elle acceptait. Voilà, dans ce qu'elle acceptait de me donner en tant que dans sa parole, dans ce qu'elle me disait de sa vie. Porn, c'est très particulier. Elle existe vraiment. Et ça, elle est thaïlandaise, mais en plus, elle est musulmane de confession. Elle vient du sud. Elle est née garçon et elle est arrivée à se réinventer parce qu'elle a toujours été une femme au fond en elle-même. C'est ce qu'elle dit. Elle s'est toujours sentie femme, née dans le mauvais corps. Alors l'islam en plus dans le sud de la Thaïlande, c'est un islam très 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 complexe, marqué par le bouddhisme. Elle croit à la réincarnation, donc ce qui explique pourquoi elle est née dans un corps d'homme alors qu'elle est une femme. C'est parce qu'elle a dû faire des mauvaises choses jadis. Enfin bon bref. Et donc pour moi c'était un défi de parler d'elle, d'essayer de transcrire sa vie, qui à la fois parlait aussi du statut de la fiction, c'est-à-dire qu'elle peut apparaître comme un personnage totalement fictionnel dans la réalité aux hommes et aux femmes qui sont fascinés par elle, parce que c'est vrai que voilà, elle a en plus une beauté qui est assez stupéfiante, c'est-à-dire que elle a c'est même pas une ambiguïté, c'est autre chose, quoi. Elle est totalement femme. Et en même temps, elle a cette étrangeté, cette fabuleuse. J'ai été moi très marqué par la liberté qui émane de ce personnage, et aussi par la liberté de la société thaïlandaise, qui, par exemple, pour cette musulmane qui est née musulman, l'accepte chez les hommes à la mosquée. Donc il y a cette espèce de brouillage. Oui, ça c'est très particulier. Ça, extrêmement, on n'est pas du tout dans un dualisme tel qu'on peut le connaître chez nous. Je crois qu'on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus mouvant, beaucoup plus flottant. Et ces frontières-là
Je pense aussi, probablement, ce pouvoir d'attraction provient de là. Le pouvoir d'attraction de ce lieu et de ces gens provient de ça, de ces espèces de pertes de repères. Alors oui, alors ça, cette scène, elle est, moi je l'ai vue, hein, elle est accueillie à la mosquée, mais alors ce qui est fou, c'est qu'elle est accueillie à la mosquée en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'elle s'habille en homme, elle se réhabille en homme, ce qui est paradoxal, donc elle cache ses cheveux, elle cache sa poitrine, etc. Et elle y va en tant qu'homme. Alors personne n'est dupe, elle est acceptée pour plein de raisons, comme si elle faisait une sorte de mea culpa, parce que là c'est très clair que même dans le sud thaïlandais, même dans l'islam, cette espèce de bouddhisme et d'islam mélangé, c'est pas acceptable. Je pense que c'est lié à la fois au fait qu'elle ramène de l'argent, elle est très respectée parce qu'elle prend soin de sa famille, et puis parce qu'elle y va comme garçon, et pas du tout. Là, pour le coup, elle accepte de redevenir un homme. Et ça, c'est lié, je pense que c'est très beau parce que c'est la complexité, c'est l'imperfection, finalement, infinie de l'existence. C'est-à-dire qu'elle accepte elle-même quelque chose qui lui est insupportable, c'est de redevenir un homme pour son Dieu. Et elle est acceptée par sa communauté comme telle. Et ça s'arrête là. Il ne faut pas qu'il y ait plus de conflits. Pas la peine de tout obtenir. Ça, c'est vrai que pour nous, c'est particulier. Et c'est un des grands courages de cet ouvrage aussi, d'aborder avec une telle justesse, enfin l'impression de justesse que ça donne en tant que lecteur, ces questions-là, qui sont des questions qui, même en France aujourd'hui, font débat. Surtout aujourd'hui, en plus, là, c'est devenu particulier en France. Et je voudrais peut-être, avant de laisser la parole au public, terminer sur ce travail de la fiction. C'est un des charmes, et peut-être un des pièges aussi de cet ouvrage, c'est que le travail de la fiction y est tel qu'on se prend, ça n'arrive pas si souvent finalement, on se prend à se jeter sur son ordinateur et aller fouiller ce qu'on pourrait vérifier de réel dans ce qu'on lit dans des pages de fiction. Pour moi, c'est un des signes d'une fiction réussie, un signe possible d'une fiction réussie. Et là, j'ai tellement envie d'y croire que je ressens le besoin d'aller vérifier des choses. Et donc, il y a des signes du vérifiable, il y a des signes du crédible. Pour être allé y chercher, je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais peut-être parce que j'ai mal cherché, je cherche mal en général. Mais il y a ces signes du vérifiable qui font qu'on passe, avec un petit jeu de mots, mais je pense une vraie question de fond, du crédible au cru dans les deux sens du terme, au sens où on finit par y croire, comme au sens où on se retrouve piégé dans le plus cru et dans les lignes les plus crues, parce que faut pas masquer la chose non plus. C'est un roman dont certaines pages sont difficilement soutenables. Mais sans aucune sordidité, sans aucune complaisance. Je crois que la grande littérature, c'est celle qui... c'est pas celle qui, quand elle montre le mal, pousse au mal. C'est celle qui permet d'entrevoir le mal. Comme disait Glucksmann, c'est une petite une citation que je trouvais intelligente, c'est la grande littérature, c'est la science de ce qu'on ne peut pas voir, de ce qu'on ne peut pas entendre, à moins qu'un artiste vous débouche les oreilles. Hein, et là, je crois que pour l'occasion, il y a véritablement un dessillage des yeux, et qui fait que certaines scènes difficiles à supporter, qui peuvent être des scènes de sexe, mais pas seulement, d'autres choses aussi, de mise à mort, sont captivantes, sont de la littérature, de la vraie littérature, et nous ouvrent véritablement des espaces qui, moi, par exemple, m'étaient totalement inconnus. Je ne fais pas le prude, hein, mais c'était pas le genre de littérature que je me souviens pas avoir lu, d'avoir eu ce genre de réaction face à un texte en me disant mais c'est incroyable, et je continue et je veux aller jusqu'au bout. Là, je veux dire que c'est un vrai tour de force. C'était finalement, je pense, assez complexe, mais en même temps, je pense que le rôle d'un auteur, c'est de ne pas juger. C'est aussi difficile, hein, c'est-à-dire de mettre son jugement, vraiment de suspendre tout jugement et d'essayer de décrire, tout simplement. Et
c'est un roman descriptif pour moi, c'est-à-dire que j'essaie de décrire ce que j'ai pu entrevoir ou voir, ou ce que l'on m'a dit, etc. Et j'ai voulu le retranscrire dans cette fiction, parce que ça reste quand même, c'est une fiction. C'est de la phénoménologie. Voilà, exactement, ça, en fait. oui, il y a une référence d'ailleurs. Voilà, alors la phénoménologie, c'est un courant philosophique du XXe siècle qui a été créé en Allemagne par Edmund Husserl, c'est le retour aux choses mêmes. Et on a un poète français qui s'appelle Francis Ponge qui lui parlait du parti pris des choses. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le préjugé devient très fort, l'idéologie devient très fort, et la France est marquée par ça, alors là c'est peut-être le personnel, c'est peut-être la France qu'on quitte en moi qui parle en disant ça, mais c'est vrai que la France est devenue, est obsédée par l'idéologie, par le préjugé, chacun se juge, bref. Et notamment, j'en parlais tout à l'heure, cette espèce d'obsession anti-spirituelle, voilà, c'est typiquement français, je pense que ça existe ailleurs, mais pas à ce point, cet hyper-rationalisme qui aboutit à un positivisme fou. Et donc, en tout cas, l'idée, c'est de ne pas juger, d'essayer d'accueillir la parole de l'autre le mieux possible, d'essayer de la retranscrire, de ne pas non plus fermer ses yeux et dire tout est très beau et c'est magnifique et chacun a ses raisons. Mais ceci dit, un grand cinéaste français qui s'appelle Jean Renoir disait chacun a ses raisons. Et finalement, il est plus proche, à mon avis, de la vérité que beaucoup d'autres qui vous disent voilà, non, chacun n'a pas. Là, vraiment, chacun a ses raisons. Voilà, on peut vous laisser la parole, bien que vous n'ayez pas lu le livre, je pense, mais il y a une question. Oui, je viens de le finir. Oui, derrière il y a un micro. Un micro-baladeur. Juste en attendant que le micro arrive, de quoi vous donner envie. Le 4e de couverture, après tout, que j'ai trouvé très chouette. Bienvenue à Pattaya. Voilà ce que dit le 4e de couverture de cet ouvrage. Bienvenue à Pattaya, en Thaïlande, capitale mondiale de la prostitution, station balnéaire familiale la plus populaire d'Asie du Sud-Est et paradis des transsexuels, noctambules, bandits, expatriés venus des 4 coins du globe. Une ville-univers, symbole de tous les paradoxes de notre époque, où le sexe, la mort et l'argent cohabitent avec la spiritualité la plus intense. Fleur du capital et clash des civilisations d'un genre particulier. Ce roman baroque et polyphonique est conçu comme un gigantesque théâtre où se déploie la danse frénétique de l'Occident décadent et de l'Orient renaissant. 5 voix nous guident à travers la multitude des rues et des bars à la rencontre de figures splendides et déchues. Marly, l'exilé en sursis, Porn, la ladyboy parfaite dont il est amoureux, Kurtz, le guerrier de la passe, Haroun, l'architecte obsédé, et Scribe, l'auteur fétichiste de la cité. Dans une langue puissamment inventive, tranchante et hypnotique, ce premier roman nous emporte au tréfonds de l'Extrême-Orient et au cœur du désir humain. Un beau 4e. C'est Grasset qui l'a fait, c'est comme... Monsieur Orengo, j'ai lu votre livre entre dimanche et cet après-midi. Ah, bravo. Ah oui, j'en ai encore le tournis. Vraiment le tournis, parce que les lumières, les néons, les filles, les rues, ce mouvement perpétuel, ces allers-retours de tous ces personnages, ça m'a donné le tournis. Mais grâce à votre talent magnifique, hein, je le dis en tant que simple lecteur, je ne suis pas critique, qui mêle à la manière d'eux, souvent à la manière d'eux. Vous avez cité Joyce, vous avez cité d'autres. Moi, je pourrais citer plus proche de ma culture, Gérard Manset, Royaume de Siam. Oui, Gérard Manset qui est cité, oui. Magnifique. Donc vraiment le tournis à tel point, on se pose la question, si vous aviez passé 2 ans, 3 ans, 4 ans pour connaître tous les carrefours, toutes les rues, toutes les enseignes et tout ça, ou si vous avez, comme l'a suggéré monsieur, regardé tout ce qu'il y avait sur les forums. Heureusement, j'ai pas internet chez moi, sinon j'aurais eu la même tentation que vous pour aller voir si je trouvais Porn. Aller voir le boutique pour voir s'il a trouvé. Mais j'ai pas internet, heureusement, parce que je pense qu'on peut être piégé par toutes ces images, ce qu'on n'est pas par la littérature. Parce que cette littérature, malgré ses scènes, certaines, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a qui sont très bien écrites, qui pouvaient être dures pour certaines personnes, mais on en a lu d'autres dans la littérature, et c'est la noblesse de la littérature de pouvoir parler de sexe avec beauté, même quand c'est pas très beau. Donc merci pour tout ça. Je suis très ému de vous rencontrer et merci à l'Alliance française d'organiser ce type de rencontre. C'est pas si souvent qu'on rencontre des auteurs de si proches.
Donc voilà, c'est magnifique ce que vous avez écrit. Et de ces petites séquences qu'on lit comme ça. Aussi une question que je me pose, à un moment, le scribe, vous l'appelez le scribe, d'un côté de son ordinateur, les images, et tape tout ce qu'il voit, tout ce qu'il voit. Est-ce que vous avez aussi travaillé comme ça à un moment pour faire surgir des choses? J'ai envie de vous, sans vous poser des questions indiscrètes, combien de temps vous avez vécu là-bas? Est-ce que vous avez vécu une histoire d'amour? J'en suis presque sûr, mais je ne veux pas être indiscret, forcément, parce que il y a beaucoup de sentimentalité, pas une sentimentalité. Oui, comme vous dites, beaucoup de gens tombent amoureux, quoi. Moi, je suis allé à Pattaya, j'avais 25 ans, avec un groupe de touristes que j'accompagnais. J'ai rien vu pratiquement, je suis resté, c'était un circuit de 3 semaines, marathon qui se terminait par une nuit à Pattaya. J'avais une copine française avec moi, donc j'ai même pas regardé les jolis Thaïlandais. J'ai eu tort, maintenant je regrette presque, hein. Mais c'était comme ça. Si j'y retournais maintenant, je crois que j'y retournerais pas, hein, parce que j'aurais peur d'être piégé. Même si, quelque part, ça m'a fait penser à Las Vegas aussi, où je suis allé quelques fois à Las Vegas, toujours dans le cadre de mon boulot, où la première fois on est aveuglé, ébloui par les lumières, par cette exubérance perpétuelle. Je pense qu'à la fin, ça va terminer, pour moi ça a terminé au dégoût, c'est-à-dire que j'amenais mes touristes à Las Vegas, je leur dis il faut voir ça, ça, et je rentrais dans ma chambre pour m'enfermer, parce que je ne pouvais plus, et j'attendais d'arriver à Death Valley, à côté, pour respirer le calme, la tranquillité par rapport à cette... Donc il y avait un peu, voilà... Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, beaucoup d'autres choses, mais je ne veux pas monopoliser le micro, et merci encore une fois. Voilà. C'est moi qui vous remercie pour votre lecture, vraiment, vraiment merci. Je tenais à le dire avant de vous voir. Voilà. Merci beaucoup. Pour répondre un peu à vos questions, la première fois que je me suis rendu à Pattaya, ça devait être en 2007 ou 2008. Donc j'y ai passé un certain temps. Effectivement, alors je suis tombé amoureux de la ville. Je suis tombé amoureux de la ville parce que, encore une fois, comme je l'ai dit au début, ça peut paraître absurde, mais j'ai beaucoup échoué avant et là, j'avais trouvé un sujet comme une mine d'or. Je me suis dit, mais c'est fabuleux. C'est une fiction à ciel ouvert. C'est quelque chose qui n'a... Il y a eu des auteurs qui en ont parlé, mais ils n'ont pas pris le temps. J'ai mis 8 ans à faire ce livre. En recyclant d'ailleurs des choses qui n'ont rien à voir avec Pattaya, mais qui datent de... Voilà, parce que il y a cette double polarité. Il y a la description de cette ville et en même temps l'obsession de la littérature. Vous parliez du personnage de Scribe. Effectivement, là, c'est plutôt moi, avec sa compagne qui est restée en France, qui est absente, il en devient presque fou, il la voit, il l'imagine avec elle, vivant ici, acceptant son projet dingue de parler d'une ville comme ça, bon bref. Et donc ça a été oui, encore une fois, c'était mon va-tout, soit j'arrivais à faire ce livre, soit je pense que c'était fini pour moi. Vous faites, je crois que c'est Scribe, hein, encore une fois c'est tellement... qui fait un calcul amusant, combien je vends d'exemplaires pour pouvoir en acheter, combien de mètres carrés. Oui. Combien vous avez vendu d'exemplaires, vous avez pu acheter combien de mètres carrés. Non, j'ai pas acheté à Pattaya, j'ai dû vendre je pense autour de 7-8 000 exemplaires. Ah, c'est pas assez. En France, voilà. Et, c'est pas assez. C'est même pas un petit studio. Mais alors, il a cette obsession-là, et puis peut-être que tu voulais rebondir, voilà. Alors, que vous vouliez rebondir. Oui, je vais rebondir. Donc c'est ce passage extraordinaire. Donc voilà, Tepra Citron, marché de nuit. J'essaie les Reban, une fausse paire, 150 bahts, presque une misère. Peu motivé, je négocie. Une illusion, j'entends la mer. Trop loin d'ici, à 500 mètres. J'achète enfin ces mauvais verres. Je mate au sol de périmètre. Une seule question, comment faire? Elle m'a poursuivi toute la journée. Elle me poursuit encore, ce soir. Comment copier toute la surface de Pattaya et la traduire en caractères dans ces pages? Il existe des linceuls, où les traits, comme un décalque, sont conservés. Il me faut faire pareil, un swear. Il me faut pareil, un swear. J'ai fait le calcul suivant, très simple, sachant qu'à l'heure actuelle, une page standard d'un livre d'un grand format mesure en moyenne 14 cm de largeur sur 20,5 cm de longueur, qu'un mètre carré représente donc à peu près 35 pages, soit 1000,045 mètres carrés exactement pour les fanatiques du précis, que la superficie de Pattaya est de 22,2 km² et que pour rappel, 1 km², c'est 100 hectares, soit 1 million de mètres carrés. Il me faudrait écrire, pour couvrir la surface au sol de cette ville,
777 millions de pages. Et moi, je trouve ça absolument génialissime, la relittéralisation de la métaphore d'écrire sur une ville et Oui, de faire, ça. de créer un édifice, comme le dit très très bien Nicolas, et de voir ce que ça donne dans le réel quand on littéralise la chose. J'ai trouvé que c'était très drôle. J'ai mis que ça me faisait penser à Pérec, ça me faisait penser à Borges. Voilà, Oui. ces écrivains-là, quoi. Borges, donc écrivait des livres très courts justement parce il disait l'univers est tellement vaste et l'auteur mériterait tellement d'écrire un livre aussi vaste que l'univers, on n'y arrive pas, donc autant écrire des scénarios de livres infinis. Et tous les livres, les fictions de Borges effectivement mettent en scène des espèces de livres infinis comme ça. Et je pense que c'est une obsession qui est vraiment liée à l'écriture, c'est-à-dire comment enfermer le monde quand on est rien, notre espérance de vie n'est rien en comparaison des durées et des distances et des choses comme ça. Et donc, moi j'ai une croyance, on parle beaucoup du règne minéral, du règne végétal, du règne animal. Moi je crois au règne scriptural. Pour moi les livres ont une présence vivante et physique. Et donc comment faire naître, et c'est une question que tous les auteurs se posent, et que vous posez aussi, et qu'on se pose tous, c'est-à-dire que comment poser sa pierre dans cet immense monde qui nous échappe et on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, voilà. Et ça c'est l'obsession de Scripps, c'était ce paragraphe pour traduire cette obsession. Merci. Moi, je n'ai pas lu le livre, mais cela m'inspire, vu tout ce que j'ai entendu parler. Donc, j'espère le lire éventuellement. J'aurai quelques observations, si vous nous permettez, et finir avec une question. Vous avez, au début, quand vous avez commencé à introduire vous-même et le livre, et votre expérience au Thaïlande, vous avez parlé du mot féminin. Et je pense que l'Asie, au niveau symbolique, on la pense au sens féminin. Donc cela ne m'étonne pas du tout ce que vous avez ressenti par rapport à votre expérience en Thaïlande et par la suite, quand vous parlez des femmes thaïlandaises qui ont un pouvoir, non seulement en tant que femme, mais en tant que l'aspect féminin qu'elle porte dans son corps et dans son esprit, et qu'elle utilise à ses gains personnels à travers cette prostitution. C'est extraordinaire comme analyse que vous avez faite à travers ce livre, et d'autant plus j'aimerais le lire. Et par ailleurs, vous avez aussi évoqué le mot spirituel en Thaïlande. Et est-ce que vous avez fait l'expérience de cet aspect spirituel dans le non-dit, ou est-ce que dans les gestes des Thaïlandais, et surtout dans les gestes des femmes, à quel niveau ça se place, cet aspect spirituel, cette dimension spirituelle qui est évidemment très, très subtile, c'est quasiment pas possible de la décrire, je veux bien le comprendre. Mais quel est votre vécu au sens spirituel ? Alors en fait, je vais commencer par ce que m'a dit un jour une fille de Pattaya, une prostituée que je connaissais depuis un certain temps, que j'interviewais. Elle m'a dit: moi je prostitue mon corps, je ne prostitue pas mon âme. Et la plupart des gens prostituent leur âme et ne prostituent pas leur corps. Et ça les détruit. Elle allait au temple, elle allait faire ses offrandes, elle avait une pratique rituelle. C'était sa voix par rapport au divin, à la mort et à la vie, etc. Et en fait, la Thaïlande m'a permis d'assumer finalement une recherche que je taisais, autour de la spiritualité. Je suis né dans un cadre catholique, chrétien, que j'assume aussi. Je n'ai plus de pratique rituelle, mais en tout cas, j'ai toujours été, pas toujours été, mais disons que j'ai
peu à peu, j'ai vraiment assumé cette part-là, c'est-à-dire cette recherche qui est à la fois intérieure, c'est toujours complexe de parler de ça, mais et aussi ces lectures qui ont été les miennes, et voilà. Et la Thaïlande m'a permis d'assumer ça parce qu'il n'y avait pas de, comment dire, il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas tout ça. Et comme en plus, alors au moment où j'allais en Thaïlande, c'était pas encore le cas, mais aujourd'hui, encore une fois, je veux pas apporter la sinistrose à Pondichéry, mais c'est vrai qu'en France, il y a un côté, il y a vraiment une crispation générale des débats, de tout, etc. Et notamment sur ces questions-là, qui sont où même le phénomène spirituel lorsqu'il est accepté, n'est considéré finalement que comme une sorte de résultat de rapports socio-économiques, enfin bref. Et la Thaïlande m'a vraiment permis d'assumer cet aspect-là. Voilà. Merci. Et je vais passer à une autre observation. Bien sûr. Merci. Je reviens maintenant à votre séjour en Inde. Et encore une fois, au début de la conférence, vous avez parlé de l'Inde, votre rapport à l'intérêt que vous portez à travers les œuvres de Sri Aurobindo Mère et Satprem. Et la femme en Inde, son aspect féminin, qui d'ailleurs, pour moi, l'aspect féminin de l'Inde à travers les femmes, parlant de l'Inde, c'est la colonne vertébrale de l'Inde sans laquelle l'Inde ne pourrait pas survivre, selon moi. En tant que femme, je peux l'avouer, en tant que femme indienne. Quand vous avez évoqué encore une fois la force de la femme au Thaïlande, son aspect spirituel, ça m'a fait penser au livre de Satprem. Un des premiers romans qu'il a écrit, c'est Par le corps de la terre. Oui. Le Sanyasi ou par le... Et dans un des chapitres vers la fin, il cite Tagore. Oui. Vous vous rappelez? Oui, oui, oui. Et il parle de la femme qui a deux pouvoirs. La femme en tant que liane et la femme en tant que racine. Oui. Et alors ma question sur ces femmes que vous avez rencontrées au Thaïlande, quel caractère vous donneriez? Est-ce que ce serait racine ou liane? Certaines étaient plutôt... Certaines, je pense, enfin, certaines pouvaient marier les deux. Je pense que Porn a quelque chose des deux. Porn a quelque chose des deux. Je pense que malgré tout, la femme racine est quand même très forte, mais qui se parlait pour mille raisons se transforme en femme liane par rapport à l'existence, par rapport à comment se frayer un chemin dans le patriarcat. Et voilà. Mais bon, en Thaïlande, quand même, derrière la Thaïlande, il y a l'Inde. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment marqués par l'Inde, qui est l'origine, qui est la mère patrie, au sens spirituel, j'entends, dans le Panthéon, voilà, on va prier Ganesh, on va prier pour moi, une des plus belles choses que j'ai vues à Bangkok, c'est au musée de Bangkok. Il y a un très très beau, magnifique statue de Ganesh qui vient d'Indonésie. Il n'y avait personne dans le musée, et puis je vois passer, à un moment donné, j'étais devant Ganesh, je pars, et je vois passer une famille thaï, et qui ne regarde rien, qui se dirige, je me dis mais où ils vont, et je les suis, et ils se retrouvent devant le Ganesh, et ils se mettent à prier Ganesh. C'est comme si dans nos musées, on avait d'un seul coup des groupes qui venaient prier telle Madone. Donc voilà. D'accord. Ok. Donc ma dernière question, ce serait... Depuis que vous êtes à Pondichéry, quel est votre prochain projet? Un livre sur l'Inde ou... Oui, alors je suis arrivé à Pondichéry, je suis arrivé jeudi dernier, là, enfin jeudi, là, donc c'est le début pour moi. Je suis là pour écouter, pour apprendre, pour voir, pour rencontrer. J'espère, ça va nourrir mes livres, je le sais, ça les nourrit déjà. Et ça nourrit le prochain aussi, un peu, qui sortira en janvier. Mais voilà, je pense que ça nourrira pas qu'un seul livre. Je suis pas là pour simplement un seul livre et puis après, non, c'est pour moi le début d'une histoire. Je veux juste citer un livre, peut-être que vous avez déjà lu, c'est Madame Rose Vincent. Oui. Qui avait écrit L'Inde des femmes. Oui. C'est très inspirant. Oui, 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 oui. Mais encore une fois, c'est vrai que l'Inde est le dernier, enfin c'est le seul endroit où il y a encore cette présence, au moins dans le monde symbolique et divin des femmes. Et
Moi, je ne savais pas tout ça, mais par exemple, le judaïsme, qui est considéré comme le fondateur du monothéisme, avant, le judaïsme était marqué par la figure d'une déesse, qui était la parèdre, c'est-à-dire l'épouse associée à Yahvé, qui était plutôt absolument... C'est un grand rabbin, c'est un rabbin juif qui s'appelle Raphaël Patai, américain, qui est connu aux États-Unis. Évidemment, ça a créé des polémiques, etc., mais qui a parlé de cette déesse qui s'appelait Asherah, et qui était la déesse juive. Et en fait, on se rend compte qu'auparavant, dans l'Antiquité, finalement, les panthéons étaient marqués par les doubles polarités, c'est-à-dire qu'il y avait la polarité masculine et il y avait la polarité féminine. Et je ne veux pas définir ce qu'est la polarité féminine et la polarité masculine, mais je veux dire qu'il y avait des déesses et des dieux. Et donc, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ailleurs qu'en Inde, ça n'existe pas. Voilà, c'est autre chose. Et c'est évidemment marqué par quand même le monothéisme essentiellement patriarcal. Pourquoi pas? Mais c'est intéressant de savoir ce que c'est prier une déesse. C'est pas pareil que prier un dieu. Ce que c'est mourir sous l'hospice d'une déesse, c'est pas la même chose que mourir sous l'hospice d'un dieu. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse. Enfin, c'est même pas de l'intérêt, même pas de la passion, c'est autre chose, quoi, qui m'interpelle. Je vous souhaite un bon séjour et merci beaucoup. Merci j'espère beaucoup. pouvoir échanger à la fin. Avec un grand plaisir. Merci. Vous avez dit que la Thaïlande n'a jamais été colonisée. Ma question est, est-ce que vous auriez pu écrire un roman de ce genre dans un pays qui a été anciennement colonisé comme le Vietnam, le Cambodge ou le Laos? C'est-à-dire que, est-ce que l'absence de colonisation en Thaïlande a eu un effet sur la liberté avec laquelle vous avez pu écrire votre livre? Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais pu écrire. Alors je pense que, pour répondre de façon indépendamment de moi-même, je crois que par exemple la ville de Pattaya ne peut exister qu'en Thaïlande. Voilà, ça ne peut pas exister ailleurs. C'est vrai que c'est frappant cette espèce de rapport. Enfin, c'est un pays qui a joué au niveau international, qui a fait jouer les uns contre les autres, les Anglais contre les Français, etc., et qui a pu préserver une relative indépendance, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu ce poids de la colonisation. Après, comment dire, est-ce que ça m'a permis d'écrire ce livre? Je ne sais pas vous répondre, en fait. Je ne pense pas que ce soit vraiment lié à ça. Par contre, ça m'a frappé. Je pense que ça frappe tous les... Ce qui est frappant, c'est que, de fait, c'est d'autant plus intéressant à décoder, si vous voulez, le rapport à l'autre qu'ils ont avec les étrangers, mais quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'ils mettent tous les étrangers sur le même plan. Il n'y a pas de différence, vous voyez. Il y a les Thaïs et puis il y a tous les autres. Ça, je pense que l'on vienne de France, d'Inde, de Chine, c'est-à-dire qu'on a chacun des histoires très différentes, on ressent tous la même chose. Ce qui est paradoxal, c'est que ça crée une espèce de fraternité étrange de l'étranger face à l'inconnu. Et voilà. D'autres questions? Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut vraiment remercier très chaleureusement Jean-Noël Oringo. C'est moi qui vous remercie. Pour ces propos, cette discussion, à bâton rompu de grande qualité, et puis aussi pour avoir produit ce livre que je pense que vous avez compris, il faut lire. Il y a 764 pages. Et on n'a vraiment pas l'impression de lire 764 pages. Enfin, je veux dire, ça, c'est un voyage. Et on attend de le reprendre quand les aléas de la vie nous laissent un petit peu de temps. Et véritablement, moi, j'ai découvert un très grand écrivain contemporain. Je pense que Nicolas, que je remercie aussi profondément donc de sa lecture extrêmement perspicace et de ses questions. Pour ce soir, que Nicolas aussi a beaucoup apprécié. On a tous les deux véritablement été complètement bluffés
par le livre d'un grand écrivain. Je pense qu'un grand écrivain est né. Et moi, personnellement, j'attends avec impatience le mois de janvier pour le suivant. Et puis, je pense que tous, on lira avec grand plaisir le livre qui aura été un peu incubé ici, à Pondichéry. Et merci mille fois à vous de votre attention. Un grand merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.